Merci beaucoup pour l'invitation déjà pour commencer, et puis merci d'être là. Alors moi je suis un petit peu l'intrus dans cette bande d'orateurs parce que je connais rien à l'analyse des données. Mais c'est juste le hasard a voulu que je sois dans un domaine où la théorie des codes barres et de la persistance apparaissent. Et donc du coup vous verrez demain un petit peu comment ça apparaît dans des domaines de maths autres que l'analyse des données. Voilà, mais donc aujourd'hui ça va être quelque chose je vais parler de choses très classiques, on va parler d'homologie, je vais faire une introduction rapide à ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est que l'homologie en général? Donc vous savez que la topologie, l'un des buts de la topologie, c'est de classer les espaces topologiques à homéomorphisme près, d'accord? Et donc, comme disait Steve tout à l'heure, l'homologie, on va essayer de remplacer les espaces par des espaces vectoriels, les espaces topologiques par des espaces vectoriels. Les espaces vectoriels, ça, on sait mieux les manipuler. Et donc, voilà, c'est ça qu'on fait. Donc, on fixe, dans tout l'exposé, on va dire que K, c'est un corps. Et l'homologie va associer à tout espace topologique, topologique X, une famille d'espaces vectoriels qu'on va noter H indice K de X, okay, où K c'est un entier naturel. Okay. De telle sorte que... Oui, de K espace vectoriel, ouais, c'était une famille de... Ouais. C'est à ça que va servir le K. Mais c'est pas le même cas. De telle sorte que si X et Y, si on a deux espaces topologiques qui sont homéomorphes, je vais arrêter de tenir ce truc, alors les espaces vectoriels qu'on obtient sont isomorphes. Et donc, on espère qu'en étudiant ces espaces, du coup, on obtiendra des informations sur les espaces topologiques. Et l'information la plus simple qu'on peut obtenir à partir de là, c'est que si jamais on sait montrer que les groupes ne sont pas isomorphes, alors les groupes ne sont pas homéomorphes. Les espaces ne sont pas homéomorphes. OK ? Voilà. Alors, donc pour construire l'intuition, alors déjà, c'est quelque chose qui remonte à Poincaré essentiellement, l'homologie. Il y avait des prémices avant au XIXe siècle, mais on peut quand même dire que c'est quelque chose qui commence avec Poincaré au début du XXe siècle. Donc c'est un sujet très très classique, il y a plein de références. Ça a même été déjà traité aux journées XUPS. Par exemple, il y a 4 ans, je crois, Javier Fressan en avait parlé. Il avait écrit un très beau texte là-dessus. Donc c'est très facile de trouver des références. Voilà. Ok, donc pour construire l'intuition dans cet exposé, je vais commencer par des espaces le plus simples possible. On va commencer par les graphes. Okay. Et puis on va aller vers la définition petit à petit à partir de là. Donc je considère un graphe gamma. Donc c'est un graphe. Donc vous savez que c'est donné par un ensemble de sommets que je vais noter V, et puis un ensemble d'arêtes que je vais noter E. Arrête. OK. Et on peut associer des invariants au graphe. Donc par exemple, si je vais en dessiner un ici, là, hop. C'est pas tout à fait... Ouais, bon, hop. Voilà un exemple de graphe. On peut associer les invariants, et les invariants qui vont nous intéresser quand on fait de l'homologie, c'est des invariants qui, par déformation. C'est-à-dire je veux des nombres, associer des nombres à ce graphe, qui, quand je contracte une arête sur un point, vont rester les mêmes. D'accord ? Et donc, par exemple, on peut considérer le nombre de composantes. On peut considérer le nombre de boucles dans le graphe.
D'accord. Alors le nombre de composantes, je pense que c'est assez clair ce que ça veut dire, le nombre de composantes connexes. Le nombre de boucles, c'est peut-être un peu moins clair, c'est peut-être un peu plus ambigu, parce que là, on a envie de dire qu'il y en a 2, ça se discute. Est-ce que ça, c'est compté comme une boucle? Oui, c'est aussi une boucle. On peut faire plusieurs tours, on peut faire des allers-retours. Bon, voilà, c'est un peu ambigu. Et donc, il y a une manière de faire pour rendre ça un peu rigoureux, enfin, pour donner un sens. Là, j'ai envie que ce soit 2 le nombre. D'accord? Alors, comment on arrive à 2? Comment on arrive à 2 de manière rigoureuse? Alors, on va définir une chaîne de sommets. Tiens, encore des sommets, des chaînes de sommets, comme dans l'exposé d'avant. Une chaîne de sommets, pour nous, ça va être un ensemble fini d'éléments de V munis de coefficients. Donc A. D'accord. Voilà, une chaîne de sommets. Et bon, en pratique, on ne va pas y penser comme des ensembles, on va y penser comme des sommes formelles. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire ça comme des ensembles VI avec multiplicité, des couples VI avec multiplicité AI, on va noter ça comme ça, une somme formelle, somme des AI VI, allant de 1 à n. Donc VI, c'est un sommet. Et puis AI, c'est un élément qui est un scalaire, quoi, un élément du corps. Voilà. Et je crois que justement, là, une des contributions importantes de Poincaré, bon, il y en a plein, mais une des contributions importantes de Poincaré, ça a été justement d'utiliser cette notation, de considérer des sommes d'objets géométriques comme ça. Ok. Et puis on peut définir de la même manière des chaînes d'arêtes. Une chaîne d'arêtes, bah, ça va être de même une combinaison linéaire un peu formelle comme ça d'arêtes. Donc voilà, des arêtes. J'ai toujours envie de mettre 2 R à arêtes. Et VI, c'est un scalaire. D'accord? Voilà. Et en fait, le fait de noter ça comme une somme fait qu'il y a des lois, il y a une addition quoi, sur l'ensemble des chaînes. Et donc l'ensemble des, si je note C, E et CV, ça va être la notation pour les chaînes de, comment dire, ça va être l'ensemble des, je vais y arriver, ensemble des chaînes de, donc je mets les arêtes en premier, arêtes ou de sommet. D'accord. Et donc bah, ce sont assez naturellement avec cette notation des cas espaces vectoriels. Okay. Et par ailleurs, ils ont une base canonique qui est bah, l'ensemble des sommets et l'ensemble des arêtes. D'accord. Voilà. Et donc, on va définir l'application linéaire. Donc, on va définir... on définit... une application linéaire D. Alors, je vais la noter D1 parce que je prends de l'avance sur les notations futures. Il y aura des DK. Qui va aller des chaînes d'arêtes vers les chaînes de sommets. Voilà. Et sauf que pour la définir, il faut que je revienne en arrière, quelque chose que j'ai oublié de faire. Je veux que mon ensemble de sommets soit muni d'un ordre. Donc, je vais supposer qu'il y a un ordre là-dessus, un ordre total, ordonné. Et les arêtes, du coup, vont être orientées de manière à respecter cet ordre. D'accord, de manière à augmenter, aller d'un sommet vers un sommet toujours plus grand. Okay. Donc orienté par l'ordre. Et donc pour définir cette application linéaire-là, il faut juste que je dise ce que ça fait sur les arêtes. Donc si ça c'est une arête, E comme edge, hein, bien sûr.
Ça va être, on va dire que c'est le sommet d'arrivée, sommet but, moins le sommet source. D'accord. Et voilà, j'ai défini mon application linéaire sur les éléments de la base, donc on sait que ça définit l'application linéaire partout. Enfin, disons l'étend par linéarité. Ok. Voilà, et donc définition. Une chaîne d'arêtes telle que, que je vais appeler C, telle que D1C égale 0, donc dans le noyau de D1, c'est ce qu'on va appeler un cycle. Et alors peut-être que, voilà, et puis l'ensemble des cycles. C'est ça qu'on va appeler, donc qui est noté ici, H1 du graphe. Et c'est ça notre premier groupe d'homologie, le premier espace vectoriel d'homologie dans le cas du graphe. D'accord ? Donc c'est l'ensemble des cycles. Okay. Alors on va donner un exemple pour voir comment on retrouve le 2 dans le dessin de tout à l'heure, là. On va prendre un exemple très simple. Un triangle. J'ai sommet V1, V2, V1, V2, V3. Donc mes arêtes elles vont dans ce sens-là. E1, 2, E2, 3, E1, 3. Et donc avec la définition qu'on a donnée, par exemple si je fais si j'applique cet opérateur à E1, 2, je vais faire même plus compliqué, plus E2, 3. Vous voyez que ça fait V2 moins V1. Ça, c'est l'image du premier. Plus V3 moins V2. Et on se retrouve avec V3 moins V1. Bon, voilà. Hein, c'est juste pour être sûr qu'on a bien tous les bonnes définitions. Et on peut voir que maintenant, si on fait E1, 2 plus E2, 3 moins E1, 3, si je ne dis pas de bêtises, oui, ça fait 0. Donc voilà un cycle. D'accord ? Et ce qu'on voit sur le dessin. D'accord ? Et en fait, dans cet exemple, on peut se convaincre assez facilement que tous les cycles sont multiples de celui-là. Okay. Donc il y a un seul cycle. Et on peut regarder un exemple plus compliqué où on a un graphe comme ça. V1, V2, V3, non, ça va pas aller, V3, V4. Donc c'est le même, mais je rajoute un deuxième triangle. Et là, on peut voir dans ce cas-là que tous les cycles, ou les cycles, sont exactement de la forme lambda fois, alors je vais reprendre celui-là, E1, 2 plus E2, 3 moins E1, 3 plus mu, l'autre. Donc attendez, E1, 3 plus E3, 4 moins E1, 4, ça va être ça. Voilà. Et donc, voilà, donc on peut se convaincre que tous les cycles sont forcément de cette forme-là, sur cet exemple. Et donc la conclusion, c'est que si on regarde la dimension de H1 de gamma, ici c'est 2. Et voilà le 2 qu'on a obtenu de manière rigoureuse. D'accord, donc il y a l'idée que vraiment ces deux cycles qu'on voit ici sur le dessin, ils engendrent tous les autres. Pardon ? Tu as dit ce que c'était H1 ? C'est ce qu'on note ici. Dans le cas du graphe, ça va être l'ensemble des cycles, tout simplement. D'accord. D'accord ?
Sur les ensembles, au départ, c'est pas forcément des ensembles d'arrêt. Au départ, pour lequel tu définissais ton espace. J'ai pas compris. Définir des sommes sur des ensembles. Les ensembles, c'est forcément. Les chaînes ne sont pas forcément reliées, ça peut être des chaînes. Oui, non, c'est pas forcément. Oui, peut-être que le mot chaîne est un peu bizarre là. C'est des arêtes un peu disjointes a priori, mais quand on a un cycle en pratique, elles viennent se recoller de telle sorte qu'il n'y a pas de bord, quoi. Il n'y a pas d'extrémité. C'est formel que nécessairement ça correspond forcément à l'idée géométrique qu'on s'en fait. Oui, exactement, c'est ça. Voilà. Ok. Voilà, donc là c'est disons la version bébé de l'homologie, d'accord. Alors on peut aussi, tout en restant dans les graphes, regarder ce qui se passe. On peut regarder H0 aussi. Et c'est plus simple, c'est les composantes, mais je vais quand même un peu en parler. J'efface là, je pense. Oups. Donc, disons, remarque, je vais l'écrire de manière un peu informelle. Hein, si on a un chemin d'arête qui est continu, arête continue. Donc j'imagine que j'ai une chaîne d'arêtes, d'accord, qui est formée d'arêtes qui sont mises bout à bout les unes des autres pour former un chemin continu. Ok. Je l'appelle C. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Alors, si on regarde le bord, donc cet opérateur s'appelle bord. Si on regarde son bord, on va obtenir le sommet final du chemin moins le sommet initial. Vous êtes d'accord? Parce que il va y avoir des compensations, hein, télescopage en fait. Et voilà. Et donc ce qu'on en déduit, vous voyez, c'est que si, alors que je dise pas de bêtises, ce qu'on en déduit, c'est que si on a deux sommets qui sont dans la même composante connexe, ouais, du graphe, alors ils sont dans l'image de D1. D'accord? Pardon? Oui, pardon, leur différence. Si deux sommets sont dans la même composante, alors je vais les appeler V et V'. Alors V moins V' appartient à l'image de D1. Ok. Et donc du coup, alors il faudrait en fait c'est équivalent. D'accord. En fait il y a une équivalence ici. Et donc du coup on a une description de l'ensemble des composantes. Donc l'ensemble des composantes connexes. Next. On peut l'écrire comme l'espace quotient de tous les sommets par l'image de D1. Donc tous les sommets, c'est ce que j'avais noté CV, et par l'image de D1. D'accord, c'est des chaînes de sommets, oui, pardon. Ouais, merci. D'accord, ouais. Oui, c'est ça. Donc c'est un quotient d'espace vectoriel. Voilà. Et donc le nombre de composantes connexes, ça va être la dimension de ce machin-là, et celui-là, on va le noter H0. C'est le premier groupe d'homologie. D'accord. Donc voilà deux manières, disons, un peu algébriques de récupérer ces nombres du début dans le cas des graphes. Ok. Bon. Non, j'en suis là. Alors, on va compliquer un peu les choses, on va généraliser un petit peu. On ne va pas considérer seulement des graphes, on va considérer des graphes. Alors j'ai appelé ça graphes bouchés par des triangles parce que je n'avais pas d'autre idée. Peut-être qu'il y a mieux. Donc peut-être que graphe triangulé c'est mieux.
Mais l'idée, c'est qu'il y a certains cycles de triangles qu'on va vraiment boucher par des triangles. Okay, alors, je ne vais pas donner de définition formelle parce que je garde ma définition formelle pour le cas général qui vient tout à l'heure. Okay. Mais donc, l'idée, c'est que notre graphe, ça va être donné par des sommets. Le graphe bouché, ça va être des sommets, des arêtes, et puis je rajoute des triangles. Des arêtes. Et ça va être des triangles dont tous les bords appartiennent à l'ensemble des arêtes. D'accord, dont tous les côtés sont des éléments de E. De E. D'accord. Voilà. Donc, exemple que j'ai en tête, par exemple, c'est celui-là. Je sais pas, comme ça, par exemple. Et puis là, je vais rajouter des triangles ici. Je suis pas obligé d'en rajouter là. Par exemple, je peux rajouter 2 triangles comme ça. D'accord? Pardon? Pas forcément tous, non. Un triangle, il a toujours 3 côtés ou pas? Oui. Ok, et donc on peut regarder le nombre de, pareil que tout à l'heure, le nombre de boucles et le nombre de sommets. Pardon, le nombre de composantes. Nombre de composantes, bon, pas de problème. Nombre de boucles, là, c'est, comment dire, quand c'est bouché par un triangle, on n'a pas envie de les compter, parce que ça ne va pas être invariant par déformation. Si j'écrase, si je contracte le triangle bouché sur un point, j'ai envie que le nombre de boucles reste le même. D'accord? Donc là, j'ai envie que sur ce graphe, le compte, ce soit 1. D'accord? Quand tu peux entrer dans le triangle là, tu peux le réduire à un point. Ouais, si je contracte le triangle jusqu'à un point, je veux des nombres qui sont invariants par cette opération, de la même manière que tout à l'heure, je m'intéressais à des nombres qui étaient invariants par l'opération de contracter une arête. Et voilà. D'accord? Bon. Et donc, du coup, ce qu'on va faire... Alors, on peut définir des chaînes de triangles aussi. Donc, vous voyez ce que je veux dire par chaîne de triangles? C'est comme tout à l'heure, ça va être des combinaisons linéaires formelles de triangles. Okay, et je vais noter CT, cet espace vectoriel. Et on peut définir un opérateur qui va s'appeler D2 cette fois, qui va de CT vers CE. Alors, je fais un dessin pour qu'on voit. Hop. Si ça, c'est mon triangle TIJK qui est entre des sommets IJK et puis avec des arêtes EIJ, EJK, EIK. On va définir D2 d'un tel triangle comme étant, alors il faut mettre les bons signes, quoi, EIJ plus EJK moins EIK. D'accord? Ce qui est sous-entendu, c'est que les trucs IJK sont ordonnés, là, mais bon, peut-être ne parlons pas trop de ça, parce que ça... Ordonné par les arêtes. Les sommets sont, il faut aussi que les sommets soient ordonnés, ce qui donne une orientation des arêtes et une orientation des triangles. Et, voilà. Si on a envie de ne pas s'embêter avec l'ordre, on peut dire que K, c'est Z sur 2Z, et là, la vie est très simple. D'accord? C'est... Ok. Et donc, on va dire qu'une chaîne d'arêtes est un bord si... Qu'est-ce que j'ai écrit là? N'importe quoi. Si c'est D2 de quelque chose, d'accord? Si elle est dans l'image de D2.
D'accord. Donc là, on voit sur cet exemple que cette chaîne ici, là, d'arête, est un bord, vu que c'est dans l'image de TIJK. Okay. Voilà. Et donc, ce qu'on a envie, d'après ce que je disais au début, c'est que les bords ne soient pas comptés, en quelque sorte. Donc, on va faire le quotient par les bords, tout simplement. Okay. D'abord, il y a un exercice. Il faut montrer que tout bord est un cycle. Et donc, ce qui se dit autrement, D1 rond D2 égale 0. D'accord. Et donc, il y a une inclusion. Et donc, on va définir l'homologie en degré 1 de mon graphe bouché par des triangles, là. Ça va être, par définition, le quotient des cycles sur les bords. D'accord. Donc, dans le dessin ici, on garde tout ce qui est bouché par des triangles disparaît, donc on va garder seulement ce cycle-là, essentiellement. Donc, de manière plus formelle, on peut le réécrire comme le noyau que je ne dise pas de bêtises, noyau de D1 sur l'image de D2. OK. Et donc, dans l'exemple-là, on trouve 1. Pardon, pour la dimension, on trouve 1. Ici, donc sur l'exemple ici, la dimension de H1 de gamma, c'est 1. Voilà, donc ça donne une manière de compter les cycles qui ne sont pas remplis, quoi. On peut mettre des polygones plus généraux à la place des triangles. Alors, j'y viens, voilà, exactement. Alors, à la place des triangles, on pourrait mettre d'autres polygones, oui. Ça ne changerait pas là. Oui, là, on peut faire exactement la même chose, tout ce que j'ai raconté, effectivement, oui. Il n'y a pas de problème. On obtient le même machin ? Oui. Où est-ce que j'en suis? Alors, il se passe, quand on regarde les graphes bouchés par des triangles, il se passe un autre phénomène, c'est qu'on peut regarder des chaînes de triangles qui forment des cycles aussi. C'est-à-dire que là, tous mes dessins, je les ai représentés dans le plan, mais il faut y penser abstraitement, d'accord? Il peut y avoir des fois des triangles qui se referment pour former une cavité, d'accord? Par exemple, voilà, si je fais un tétraèdre, voilà. Et donc, on peut aussi définir, c'est une remarque, on peut aussi définir des cycles de triangles. Alors là, on n'a plus trop envie d'appeler ça des cycles, mais c'est quand même ce qu'on fait. Des cycles de triangles. Donc c'est quoi? C'est les éléments c'est les chaînes de triangles. Donc les éléments de CT. Alors les éléments, je vais appeler, je sais pas, T, tels que qui n'ont pas de bord. D'accord? Des chaînes de triangles dont le bord est trivial. Okay. Et donc par exemple, si je dessine un tétraèdre, j'y arriver, hop, hop, voilà, et que je remplis chacun des triangles du tétraèdre, là j'obtiens quelque chose qui va être un cycle de triangle. Et donc ces cycles de triangle, ils définissent des cavités, d'accord? Et si on regarde l'espace vectoriel des cycles de triangle, ça va compter en quelque sorte le nombre de cavités, d'accord? Et donc là, ça vous donne un peu une idée de ce que va être l'homologie en général. L'homologie en général, ça va être un compte des cavités de toute dimension dans l'espace qu'on est en train de considérer. D'accord? Ok. Bon, oui, je suis où? Je suis là. Ok, bah là, on va passer à la généralisation de ça. C'est-à-dire qu'après les triangles, on peut passer au tétraèdre, et puis, etc. D'accord? Donc là, je vais donner une définition un peu formelle et un peu générale. Donc on va passer
au complexe simplicio. Et où sert le corps K? Pourquoi on ne parle pas de groupe abéliani? Oui, on peut tout faire avec Z. Il n'y a aucun problème. On peut faire avec n'importe quel anneau même. D'accord, là, il n'y a aucun problème. Par contre, pour la théorie de la persistance, ça va être important d'avoir un corps K, d'avoir un corps. Et ça, je pense qu'on verra ça dans l'exposé suivant, n'est-ce pas? Ouais. Complexe simplicio. Alors, donc déjà, là, il faut que je donne des définitions un peu. Donc, ce qu'on va appeler le n simplex standard, ça va être, qu'on va noter delta n, c'est l'ensemble des t dans Rn plus 1, tel que somme des ti égale à 1, pour i allant de, c'est quoi les notations? Bon, je n'ai pas précisé, je ne vais pas mettre. Et puis tous les ti doivent être positifs. D'accord, donc par exemple, si je veux dessiner delta 2 dans R3, c'est ce triangle-là. Ok. Delta 1, ça va être juste un intervalle. Okay. Et puis delta 0, je ne sais pas trop, c'est juste un point, je pense. Et delta, bon, etc. Après, c'est un tétraèdre, etc. Il y a la notion de face de delta n. Donc, ça va être ce qu'on va noter f indice i, et ça va être les delta n intersectés avec ti égale 0. OK. Et en fait, en oubliant la variable i, ça s'identifie totalement avec delta n-1. D'accord, en oubliant la variable i, qui est 0. Voilà. Alors, maintenant, pour la suite, je vais fixer X un espace topologique. Et hop. Et donc, ce qu'on va appeler une structure de complexe simplicial sur X. Donc, il faut vraiment se dire que c'est la généralisation des graphes bouchés là, sur X. Donc, c'est la donnée d'application d'une famille d'applications qu'on va noter sigma indice alpha, qui vont de delta n vers x, qui sont continus. Alors le n qui est ici va dépendre de alpha en fait. D'accord, pour ne pas alourdir les notations, je ne le note pas, mais c'est dépend de alpha. Donc on se donne des applications comme ça de toutes dimensions en quelque sorte. Okay. Tel que, alors j'ai 4 points. Alors d'abord, pour tout alpha, je veux que sigma alpha restreint à delta n intérieure soit injective. Deuxièmement, je veux que tout point de x, je veux que ces applications recouvrent tout x en quelque sorte. D'accord ? Donc on veut que tout point de x est dans l'image d'exactement un de ces machins-là. Sigma alpha restreint à l'intérieur. OK. Oups. Et troisièmement, on va demander que toute restriction d'un sigma alpha
à une face. L1 des sigma bêta. Donc ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure quand on disait chaque triangle doit, le côté de chaque triangle doit être l'une des arêtes. Okay. Et enfin, j'ai quelque chose qui dit quelque chose sur la topologie. Donc une partie de X est ouverte si et seulement si sigma alpha moins 1 de U est ouvert pour tout alpha. Donc en quelque sorte, la topologie qu'on a sur X, c'est celle qui rend tous les sigma alpha continus. C'est un peu ça l'idée. OK. Est-ce que c'est pas redondant du coup avec la quantité des sigma alpha? Si, ce que j'étais en train de me dire en l'écrivant, ouais. Bon, c'est pas grave. Et, OK. Voilà, et donc une fois qu'on a ça, on peut définir des chaînes un peu comme on a fait tout à l'heure. D'accord, donc ce qu'on va appeler des n-chaînes. Ça va être les combinaisons linéaires. Combinaisons linéaires formelles de sigma alpha. Et puis on a des opérateurs Bohr donc D indice n pour chaque dimension n, d'accord, qui vont être définis par, alors quand j'applique à sigma alpha, ça va être la somme des restrictions aux faces. Donc sigma alpha restreint à Fi. Mais sauf qu'il faut mettre les bons signes. Et le bon signe pour que ça marche, c'est moins 1 puissance I. Okay. Donc comme tout à l'heure, j'ai passé sous silence le fait qu'on orientait on ordonne les sommets de delta n pour que justement pour donner un sens à ces signes-là. D'accord. OK. Et puis on peut définir les n cycles. Ça va être les éléments du noyau. Hein. Donc c'est les chaînes. Donc c'est les éléments du noyau de Dn. Donc c'est l'espèce de tétraèdre là, qui se referme de telle sorte qu'il n'y a pas de bord. Alors en petite dimension, on voit à peu près. En dimension plus grande, on ne voit rien, mais bon, c'est pas grave. Ah non, ça marche pas. J'ai toujours envie qu'il y ait un tableau en dessous, mais... Et puis les n-bords, ça va être ceux qui sont dans l'image, qui sont le bord de quelque chose. D'accord ? Donc c'est les éléments de l'image de Dn plus 1. Okay. C'est bon ? Combinaison linéaire formelle de delta alpha, des alpha tels que le n est associé sur le même, c'est ça? Oui, avec n égale à n. D'accord. Oui, tout à fait. Okay. D'accord. Ah, j'ai pas précisé quoi, mais il y a un ensemble. L'ensemble des alpha. Alpha dans, je sais pas, dans grand A. Et là, c'est des combinaisons linéaires finies comme en algèbre linéaire, quoi, avec alpha dans, voilà. D'accord. Et des fois, on essaie de gagner du temps, puis c'est pas une bonne idée. Alors, définition. Mais il est pas, dans cette définition-là, il n'est même pas forcément fini, en fait, le grand A. Hein. Ça, tout fonctionne sans problème. Ah, avant la définition, il y a un exercice comme tout à l'heure. C'est que tout bord est un cycle. Voilà. D'accord. Et après, du coup, on peut définir comme tout à l'heure Hn de x. Alors, je vais écrire simple ici comme simplicial. Parce qu'après, il y aura une deuxième version qui portera un autre nom. Voilà, les gens lisent dans mes pensées. Et sur l'image de Dn plus 1.
tout à l'heure. Et voilà, donc là j'ai défini le énième groupe on dit groupe, mais c'est un espace vectoriel en fait, hein, le énième groupe d'homologie simpliciale de X. Okay, donc ça généralise ce qu'on avait tout à l'heure. Alors, la notation suggère que ça ne va pas dépendre du choix de la structure de simpliciale qu'on a mis, d'accord ? A priori, ça dépend vraiment du choix de tous ces sigma alpha là. Ce n'est pas quelque chose qu'on associe à X comme ça, d'accord ? On verra plus tard que en fait, ça ne dépend pas du choix de la structure simpliciale, et c'est pour ça que je mets cette notation-là. Il n'y a pas de problème de numérotation des faces FI par rapport au -1 puissance I qui est là-bas. Je veux dire, elles sont numérotées naturellement, je ne sais plus. Oui, elles sont numérotées parce que c'est quand on fait TI égale 0. Donc du coup, c'est le même I, quoi. Enfin, je ne sais pas quelle est la question, en fait, là. Je ne me rappelle plus comment sont numérotées les FI, en fait. FI, c'était la restriction... Enfin, c'était delta n intersecté avec TI égale 0. Ah oui, c'est ça. Il y a une numérotation. Donc il y a une numérotation canonique hein, qui vient de l'ordre des coordonnées de Rn. D'autres questions? Tant que j'y suis là. Ok, alors donc la première remarque, c'est que ça ne va pas dépendre en fait des choix qu'on a fait, mais c'est pas évident là pour le moment. Enfin, ce ne sera pas évident non plus à la fin, mais mais disons que voilà. Mais par contre, il y a une remarque, l'intérêt, donc l'invariance n'est pas claire. L'invariance des choix n'est pas claire, mais elle a quand même cette manière de présenter l'homologie a un intérêt, c'est que c'est facile de calculer. C'est facile de calculer à condition qu'on ait à la décomposition en simplex, d'accord? Mais souvent on l'a. Donc par exemple, si je veux calculer l'homologie de la sphère, je peux prendre un tétraèdre. Et vous voyez, il n'y a que 4 triangles. Il y a 4 sommets et puis il y a 6 arêtes. D'accord? Et donc c'est des calculs assez simples, quoi. Nos matrices de bord, elles sont très explicites. Donc c'est des calculs d'allèle linéaire assez simples. D'accord? Et donc là, ce qu'on obtient, c'est que l'homologie HK de S2, du coup, ça c'est S2. D'accord? Donc on va obtenir que ça va être de dimension 1 pour k égale 0, parce qu'il y a une seule composante. Ça va être 0 si k égale 1, parce que vous voyez, il n'y a pas de boucle qui ne soit pas bouchée. Et puis ça va être k, donc de dimension 1 pour k égale 2, parce qu'il y a une cavité. D'accord? On peut vérifier ça explicitement. Est-ce que j'ai le temps pour... qu'est-ce qui me reste là? Ouais. Je vais quand même prendre le temps de faire le dessin pour le tore. Donc le tore T2, c'est cette surface-là, d'accord? Donc une espèce de bouée là. Et en fait, on peut avoir une décomposition simpliciale assez facilement en le représentant à partir d'un carré qu'on recolle. Vous avez peut-être déjà vu, ou sûrement déjà vu cette image-là. Pour obtenir le tore, on part d'un carré. Et puis, on va commencer par recoller les faces opposées. Ça fait un cylindre. Et après, on recolle les autres faces. Et quand on fait le recollement, on arrive à ça. D'accord? Et donc, cette image-là, elle nous donne une décomposition simpliciale en rajoutant la diagonale. Dans cette décomposition, j'ai en fait un seul sommet, parce que ces 4 points-là, c'est exactement le même point une fois qu'on a recollé. J'ai 2 arêtes, une là, 3, ouais. Il y a celle-là aussi, d'accord. Et puis j'ai 2 triangles. Et donc pareil, encore une fois, on peut écrire explicitement les opérateurs de bord, faire les calculs, et on tombe sur H0 du tore qui est de dimension 1, il y a une seule composante, H1 du tore, alors lui il va être de dimension 2, parce que, c'est pas forcément facile à voir, mais il y a 2 boucles essentiellement qui engendrent tout ça. Il y a cette boucle-là,
Et puis il y a celle qui fait le tour comme ça. D'accord? Et puis en fait, toutes les autres boucles vont être des combinaisons linéaires de celle-là, quoi, en quelque sorte. Et puis il y a une cavité, donc on obtient ça, ok, quand on fait le calcul. Donc corollaire, sous réserve qu'on sache que ça ne dépend pas des choix. Le tore n'est pas homéomorphe à la sphère. Okay. Voilà, et alors juste une remarque plus générale sur le calcul. Si on s'intéresse à la dimension de l'homologie en général, je vais peut-être écrire là, ou peut-être je peux écrire là en fait, si on regarde la dimension de Hn, ça va être la dimension du noyau moins la dimension de l'image ici, et donc on peut exprimer ça comme la dimension de Cn, donc c'est l'espace des chaînes de dimension n. Donc c'est le nombre de triangles de dimension n en fait qu'on a dans le moins le rang de dn moins le rang de qu'est-ce que je raconte là, dn plus 1 peut-être, et là peut-être qu'il faut que je mette un plus et hop, qu'est-ce que je suis en train de faire là, ça doit être ça la formule, hein. Le rang de dn, non là il y a un plus, là il y a un moins, voilà, par le théorème du rang, ok. Et donc ça, c'est des choses qui se calculent facilement par ordinateur. Hein. Si ça, c'est de dimension... comment dire, le rang d'une matrice, c'est un truc qui se calcule avec le pivot de Gauss de manière efficace. Si on a une matrice PQ, ça se calcule, je crois, en O de PQ au carré. Donc voilà, c'est des invariants qui se calculent assez efficacement quand on est à condition d'avoir la décomposition simplicielle. OK. Alors on va passer à l'homologie singulière. Donc ça c'est la version un peu ultime. La définition elle prend 3 lignes. Et c'est la plus pratique pour démontrer des propriétés en fait. Donc l'homologie singulière. C'est-à-dire que là, jusqu'ici, les définitions que j'avais, il me fallait une structure de complexe simplicial. En fait, on peut donner une définition qui marche pour tout espace topologique. On prend X un espace topologique quelconque. Donc, ce qu'on va appeler en général un n-simplex. Ça va être n'importe quelle application continue de delta n vers x. Ça en fait beaucoup, hein. Mais voilà. Ce qu'on va appeler une n-chaîne, bah, ça va être une combinaison linéaire de trucs comme ça. Donc combinaison linéaire de n-simplex. Donc tout à l'heure, on s'autorisait seulement certains n-simplex. On s'autorisait seulement ceux qui étaient dans la décomposition simpliciale, d'accord? Et donc c'était fini en quelque sorte, enfin, ou contrôlé. Là, on perd le contrôle et on a plein. Voilà. Et on va définir un opérateur bord exactement comme tout à l'heure. Même définition que tout à l'heure. Je n'aurais même pas besoin en fait de la réécrire, mais je le fais quand même. Sigma restreint à phi. D'accord? De la même manière. Et du coup, on a des n-bords, des n-cycles, etc. Et on va définir l'homologie singulière de x. Donc là, je vais mettre sing comme singulière. Ça va être, par définition, bah, pareil, les cycles sur les bords. Voilà, donc c'est toujours pareil, c'est le noyau de sigma n. dn, merci. Ouais. dn sur l'image de dn plus 1. Donc là, c'est hors de question de faire un calcul direct à l'ordinateur, parce qu'il y a beaucoup trop d'objets comme ça, d'accord? Sigma, on ne demande même pas d'être injective, hein. Non, et même pas l'IS continue, juste, alors, du tout. On peut écraser un tétraèdre pour faire un Oui, par exemple, ça peut être un simplex trivial. Ouais, c'est bizarre, hein, mais ouais. C'est pour ça que c'est un peu brutal de commencer la définition avec ça. C'est qu'on se dit, qu'est-ce que c'est que ce machin? Mais en fait,
le truc magique, c'est que c'est isomorphe. Une fois qu'on fait le quotient, il va rester que quelque chose de dimension finie, en fait. Alors, non, des fois, ça peut être de dimension infinie, hein, mais disons, pour les espaces gentils, ça va être... Par exemple, pour le tore, on va trouver quelque chose de dimension finie. Et donc, c'est isomorphe de X. Alors, s'il y a une décomposition simplicielle, hein, s'il existe une décomposition simplicielle. Ok. Non, il n'existe pas toujours de décomposition simplicielle. Non, si on a un espace trop compliqué, alors j'avoue que je n'ai pas préparé d'exemple là, mais oui, par exemple, les variétés lisses sont toujours triangulables, enfin, donc ont une telle structure. Je ne sais pas, je sais pas de... Mais un espace topologique, ça peut être vraiment très pathologique. Hein, donc si on prend une sous-variété de Rn, par exemple. Là, c'est bon. Là, il y a une structure simple. Là, on peut décomposer. Ouais. Ah, voilà. Oui. Non, pour les espaces gentils, ça va. Voilà. Alors, par contre, l'intérêt de cette nouvelle définition, donc c'est une définition qui n'est pas calculable et tout, mais elle a un intérêt, c'est que déjà, on voit qu'elle ne dépend pas de choix. D'accord ? On n'a fait aucun choix pour définir ça. Et deuxièmement, vous allez voir qu'elle se comporte bien quand il y a des applications continues. Elle est bien transportée par les applications continues. Hein, c'est ce qui s'appelle la fonctorialité. Donc voilà, quelques propriétés. Donc en fait, même démontrer cette propriété est simple. C'est-à-dire que si j'ai f qui est... donc je prends une fonction continue entre deux espaces topologiques. J'aurais peut-être dû donner un nom à l'ensemble des chaînes. Cn de x, ça va être l'ensemble des chaînes. Je vais avoir une application linéaire qui est automatiquement définie comme ça. Et c'est tout simple. Je prends un simplex, c'est-à-dire une application de delta n dans x, et je le compose avec f. Ça me donne une application de delta n vers y. Ok. Et donc, j'ai eu... Voilà. Et puis... ok, donc là, j'ai défini sur les générateurs de l'espace vectoriel. Donc, du coup, ça s'étend par linéarité à toutes les applications. Donc, j'ai une application linéaire de Cn de x vers Cn de y. Ok. Et remarque suivante. Oups. Pardon. Remarque suivante, c'est que si je fais... Alors, oui, je vais la noter f étoile, d'accord? Si je fais f étoile, et puis qu'après j'applique l'opérateur bord, dans l'opération, il faut juste que je restreigne aux faces. Et en fait, on voit que c'est la même chose que d'appliquer l'opérateur f étoile après avoir appliqué l'opérateur bord. Alors là, c'est l'opérateur bord pour y, et là, c'est celui pour x. D'accord? Et donc, il y a cette commutation-là. Okay. Et ça implique que f étoile envoie cycle sur cycle. L'image d'un cycle va être un cycle à cause de ça. Et aussi que ça envoie bord sur bord. L'image d'un bord va être encore un bord. Et donc, f étoile va induire une application en homologie. Donc, f étoile induit une application qui va de hn de x vers hn de y. Une application linéaire qu'on va encore noter f étoile. D'accord? Oups. Voilà. Bon, bah, c'est bien, j'ai encore 5 minutes, c'est parfait. Et alors, on peut regarder ce qui se passe si on en compose deux, des applications comme ça. En fait, on voit facilement, à partir de là, que
Si on fait f rongé étoile, on obtient f étoile rongé étoile. Hein, ça parce que tout simplement c'est évident à ce niveau-là, au niveau des chaînes comme on dit. Et après, cette égalité au niveau des chaînes passe au quotient. Donc on se retrouve avec cette identité. Et puis on peut aussi s'amuser à calculer par exemple ce que ça donne sur l'identité. Si j'ai l'identité d'un espace X, si on fait identité étoile, bah, vous voyez déjà c'est l'identité au niveau des chaînes, donc au quotient c'est encore plus l'identité. Et donc on se retrouve avec l'identité de h n de x. D'accord. Voilà. Et si on met ces deux propriétés ensemble, on voit que si on a un homéomorphisme, et ben ça induit forcément un isomorphisme en homologie. Un homéomorphisme induit un isomorphisme en homologie. Ok. Oups. Voilà, donc par exemple, ah oui, j'ai oublié de faire un calcul tout à l'heure. Non, c'était pas un calcul, c'est un exemple que je voulais donner. Je le donne maintenant, c'est pas grave, c'est parfait. C'est bon pour ça? Ouais. Il y a un exemple, tout à l'heure, on a fait le calcul de S2. Enfin, on l'a pas fait, mais on a dit qu'on pouvait le faire. Et on peut faire pareil le calcul de Sn. Il suffit de le voir comme, de voir Sn comme le bord de delta n plus 1. Oui, c'est ça. Et en fait, quand on calcule l'homologie des sphères, on obtient la chose suivante. Donc H0 de Sn, c'est le corps de base, parce que toujours pareil, il y a une seule composante. Ah oui, pardon, j'ai mis le 0 en haut là. Le Hn de Sn, c'est le corps de base aussi, parce que Sn, il y a une seule cavité de dimension n. Hein, disons, intuitivement, c'est ça. Et puis après, les autres Hk sont triviaux. Okay. Donc là, voilà le résultat qu'on obtient. Et donc, vous voyez, une conséquence, par exemple, c'est que on ne peut pas avoir d'homéomorphisme entre Sn et Sm pour n différent de m. Donc, il n'y a pas d'homéo si n est différent de m. Okay, donc on peut démontrer de cette manière-là ce qui s'appelle le théorème d'invariance du domaine, le fait que si on a un homéomorphisme entre Rn et Rm, alors n est de la même les deux Rn sont de la même dimension. D'accord. Voilà, donc peut-être que je vais m'arrêter là. Je pense que c'est juste. Est-ce que j'ai besoin de l'invariance par homotopie ou pas? Est-ce que vous avez besoin de l'invariance par homotopie ou pas? Non? C'est bon? Ok, donc je m'arrête là. Merci. Pour les calculs explicites, comme ça, ouais. On passe systématiquement par homologie simpliciale. On peut le faire par ça. Non, Ça se calcule aussi. Non, il y a d'autres manières de faire, mais là, finalement, l'homologie simpliciale, elle est... Quoi qu'en non, oui, enfin, elle est plus facile à calculer. Disons, quand on a le truc explicite, c'est pratique. Si on ne l'a pas, il y a d'autres méthodes. Par exemple, alors ça fait appel à des outils d'algèbre un peu plus poussés. Quand on sait que quand on a un espace qui est la réunion de deux ouverts, comme ça, alors il y a une relation entre l'homologie de la réunion, l'homologie de chacun des morceaux et l'homologie de l'intersection, qui est ce qui s'appelle la suite exacte de Maillard-Vietoris. Et ça permet de faire des calculs. Ça ne marche pas à tous les coups, mais par exemple pour la sphère, ça marche très bien. Voilà. Et il y a un autre outil, parce que ce dont je n'ai pas parlé, c'est l'invariance par déformation, qui permet de se ramener à certaines choses. Donc si un espace est déformation d'un autre, alors il doit avoir la même homologie. Donc par exemple, je prends une boule. Ça a la même homologie qu'un point, parce que je peux déformer la boule sur le point.
Et donc ça, c'est une autre manière de... C'est un autre outil de calcul. On arrive à calculer même si on n'a pas de... Et voilà, on arrive à calculer, par contre ça passe par un peu de bagage algébrique. Mais ça passe pas par homologie singulière. Ça passe pas par homologie simplicielle. Parce que l'homologie singulière a l'air plus théorique. En fait. Elle est plus théorique, elle est plus pratique pour tout ce qui est théorique. Par contre, pour les calculs, elle est moins pratique. Voilà, c'est ça. Mais on peut quand même se débrouiller avec d'autres outils que passer par l'homologie simplicielle. C'est ça que je... Voilà. Est-ce qu'il y a des façons de démontrer l'invariance de l'homologie simplicielle directement sans passer par le... Alors je pense que la méthode initiale de Poincaré et tout, c'était par subdivision. On refait... au moins pour les variétés, on doit pouvoir... C'est ça le... Ouais. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver une subdivision qui est... faut montrer que c'est invariant par subdivision. Et après, on arrive à relier les deux. Ouais. Mais ouais. Et la démonstration de ce truc-là se fait par récurrence sur la dimension des simplexes en général. C'est-à-dire qu'on le démontre juste pour des... Pardon. Sur le... comment dire, je vais y arriver. On le demande pour les graphes, on le demande pour les graphes bouchés par des triangles, et puis etc. On fait une récurrence sur la dimension des triangles qu'on rajoute. Chez Poincaré, c'est uniquement simpliciable, Non, non. Il y a tout d'ailleurs, j'ai en profité pour faire de la pub pour un super site web qui a été fait par mes collègues, par certains de mes collègues, qui s'appelle Analysistitus, comme l'article de Poincaré, et qui reprend un peu toutes les approches, qui parle aussi de ce que Poincaré a fait. Enfin, je vous conseille vraiment d'aller voir là-dedans, c'est super. Tu l'as noté dans tes notes comme... J'ai mis la référence dans mes notes. D'accord. Vincent, je t'ai dit que j'en avais pas besoin, j'en avais par homologie, comme d'autres corrections, on aura besoin, il va utiliser le théorème. Bah, je peux le dire, ça prend une ligne. Hein. Donc là, s'il s'appelle l'invariance par homotopie, on n'est pas sûr s'il va y en avoir besoin ou pas, donc dans le doute, c'est... En tout cas, c'est un des trucs essentiels en théorie de l'homologie de cette invariance. C'est que si j'ai deux applications F0 et F1 qui vont de X vers Y, deux applications continues, et si F0 et F1 sont homotopes l'une à l'autre, c'est-à-dire on peut passer de l'une à l'autre par déformation. Donc si il existe F qui va de 0,1 dans X vers Y, tel que F, donc est continu aussi, tel que F0 c'est égal à F de 0 et point, et puis F1 c'est égal à F de 1 point. D'accord, donc j'imagine qu'il y a une famille continue d'applications qui interpolent de F0 à F1. Alors les applications induites en homologie sont les mêmes. Alors, F0 étoile, c'est égal à F1 étoile. D'accord. Et voilà, ça c'est une propriété très très pratique. Par exemple, on peut démontrer à partir de là que l'homologie de la sphère, c'est la même chose que l'homologie de Rn privé d'un point. Parce qu'on peut déformer le Rn privé d'un point sur la sphère, radialement. D'accord. Et bon, voilà, c'était ça le... Ok. Merci.